Parfois, ils ne peuvent pas se passer l'un de l'autre. Ils se téléphonent de jour, de nuit. Parfois, ils ne peuvent plus se supporter. Ils crient, se disputent, se quittent. Et tout d'un coup, un jour, la jalousie éclate. Imprévisible, terrible. Elle veut être la préférée à toutes, la seule. Elle déguise sa voix. Elle téléphone de la part d'autres femmes. Il la reconnaît toujours. Il le fait suivre ou le suit. Il ne saura jamais. Il n'a jamais compris comment c'était possible, comment ça avait pu être arrivé. Le soir, elle lui téléphone. Elle lui dit l'heure à laquelle il a quitté son travail, les endroits où il est allé, les rues qu'il a pris en bicyclette jusqu'à Neuilly, tous ses itinéraires. Il ne veut pas regarder derrière lui. Il sait être pris dans une surveillance de tous les instants. Il ne cherche pas à savoir qui est là derrière lui. Elle le provoque au jeu de la mort. Il s'y prête comme jamais. Il n'aurait prévu de le faire. Ils savent tous les deux, s'ils se retournent et voient qui, l'histoire meurt foudroyée. Il sait, c'est elle. Les détails donnés le soir au téléphone ne peuvent le tromper. Et quand tu as pris la rue du Val-de-Grâce, il y a eu une éclaircie et tu as regardé le ciel. Il arrive chez lui, s'engouffre dans le couloir de l'immeuble. Il s'arrête, il sait, elle est là, le regard disparaît. Il ne se retourne pas, il attend, fou de désir, jusqu'aux pleurs. C'est pendant cette période qu'il découvre la puissance phénoménale de la solitude, la violence non adressée du désir. C'est là qu'il décide de rejeter l'histoire mortelle pour rester dans celle du gouffre général. Il dit maintenant qu'il n'a jamais vu quelqu'un le suivre. Une fois, il dit qu'il a remarqué une auto avec un chauffeur de maître qui était garé aux environs du lieu de son travail, vide. Une autre fois, alors qu'elle lui téléphone à Neuilly dans le silence du soir, il entend une voix d'homme demander à Madame s'il peut desservir. Elle n'a pas menti sur la richesse. Il y a bien un maître d'hôtel dans la maison de Neuilly. Et ce voyage en Saône-et-Loire, il lui avait dit que c'était là qu'il était né. Elle voyage dans la région jusqu'à ce qu'elle trouve la maison, la lui décrit parfaitement à son retour, trouve également l'appartement de la mère dans la ville voisine, lui téléphone, lui dit qu'elle est folle d'amour pour lui, pour son fils.
sait si elle est encore vivante. Il dit non, qu'il ne sait rien. Comment peut-il savoir? Il dit, j'étais fou. On était fous. De quoi était-il fou? Du désir d'elle? Il dit qu'il ne sait pas exactement de quoi il était fou, qu'il ne pouvait pas être fou pour elle, du désir d'elle. Comment cela aurait-il été possible? Du désir même? Il répond qu'il ne sait pas. A-t-elle existé? Mais qui n'aurait pas existé? Il dit, si elle existait. Dans tous les cas, elle existait. Quelle qu'elle eût été, ou qu'elle soit peut-être encore, elle existait. Elle existe. D'où qu'elle vienne, de quelque alibi dont elle te soit réclamée, elle existait. Elle existe. Il dit que la question est sans objet. « 3 ans, les heures passées au téléphone, des mois. Il y a des périodes, quelquefois d'une semaine, pendant lesquelles elle ne donne pas signe de vie. Peut-être est-elle trop malade pendant ces périodes-là pour le faire. Et puis, elle rappelle l'orgasme commun et aride, nu, immense, incomparable. Une nuit, il le lui demande. A-t-elle eu des amants avant lui? Un homme l'a-t-il approché? Lui n'a d'elle que l'odeur des billets touchés par ses mains. Elle dit oui. Elle a eu un amant, un prêtre, rencontré dans un train. Elle l'a rendu fou d'amour, et puis elle l'a quitté. Elle livre les détails, elle crie les détails. Leur jouissance atteint le meurtre. Elle crie en racontant le supplice du prêtre rendu fou d'amour qu'elle avait quitté. Il crie qu'il veut savoir encore. Ils se retrouvent tous les deux à l'aurore dans des lits séparés. Ils pleurent. Les derniers temps, elle est presque toujours couchée, mourante. Elle est tout le temps sous perfusion. Et il arrive de s'évanouir au téléphone. Il le sait, à sa voix. Il distingue ses voix de ses voix. Sa voix couchée, sa voix mourante, sa voix d'enfant égaré, sa voix quand elle parle du père adoré, sa voix de salon, sa voix menteuse, sa voix dénaturée, détimbrée du désir, sa voix d'épouvante. Elle ne peut plus lui mentir.
Une fois encore, elle lui donne une indication sur la maison de Neuilly. En ce moment, on construit une fontaine dans le parc, entre la pelouse et les haies. Pendant toute une journée, il parcourt les rues de Neuilly à bicyclette, un jour entier. Il ne cherche pas une fontaine dans le parc, mais au-delà, un détail imprévu mais probant, une certaine couleur de mur, de grille, une certaine disposition des fenêtres, des chambres, une certaine lumière voilée au-dessus de tout, un signe du ciel. Il ne trouve pas. Il n'a pas parcouru toutes les rues de Neuilly à bicyclette. Le lendemain, il recommence. Elle le laisse chercher, ne lui donne aucune indication supplémentaire, sauf celle-ci cependant, le soir de ce jour-là. Il dit que sa chambre est visible de la rue, que les fenêtres ne sont jamais fermées, que son lit est ainsi offert à tous les regards. Il dit maintenant qu'il aurait pu voir la maison de Neuilly s'il avait voulu voir. Avait-il une image d'elle? Il dit que oui, au début, il aurait eu cette image noire de femme à cheveux noirs. Et puis qu'ensuite, cette image aurait été remplacée par celle des deux photographies. Et puis qu'ensuite encore, quand les photographies auraient été oubliées, il aurait retrouvé cette image noire donnée par elle. Il dit maintenant qu'il n'a plus aucune image d'elle. Dit-il avoir menti? Il dit non. Il dit avoir confondu les endroits, les lieux, les jours, ne pas avoir de chronologie, ne pas disposer ici d'une raison claire, ne pas en entrevoir l'utilité. Il dit qu'elle, de même que lui, aurait confondu entre sa propre image dans la glace et celle de ce jeune homme aperçu place de la Bastille, entre mourir et vivre, entre son corps et le sien inconnu, entre l'inconnu du sien et tout inconnu. Il dit qu'elle, de même que lui, n'aurait pas su si elle était celle qui regardait l'histoire ou celle qui, à l'intérieur, vivait l'histoire. Il dit qu'elle était peut-être ce jeune garçon qui, les nuits où elle se disait aller si mal, passait sous ses fenêtres et la regardait mourir. Ce jeune rôdeur de Neuilly qui passait le soir et la regardait mourir.
Parfois, elle reste plusieurs semaines sans téléphoner. Quand elle recommence à le faire, elle lui annonce la nouvelle. Elle dit être de plus en plus malade et de devoir mourir. Elle lui annonce son mariage. Son mari est ce chirurgien qui la soigne depuis 10 ans. Se souvient-il? Cet homme qu'il a vu naître, qu'il a toujours connu, qu'il a toujours soigné, protégé. Plus tard, on téléphone. Un homme, il dit être le mari. Il exige que leur relation cesse. Il précise que la mort est vraie. Il prononce pour la première fois le mot « folie ». Pour la première fois, le mot est prononcé. Folie. Elle lui téléphone une dernière fois. Elle lui donne la date du mariage, pas l'endroit. Lui dit n'avoir eu d'amour que pour lui, son seul amant, regrette d'avoir à mourir. La cérémonie a lieu un jour d'été, en 1975. Il n'est pas à Paris.